Gouinement lundi, votre phare dans la nuit. Bonsoir à tous, vous écoutez Gouinement lundi, nous sommes en direct sur les ondes de fréquence Paris Pluriel 106.3 FM et on se retrouve aujourd'hui pour une daï-causerie spéciale LBT et leurs animaux. Car on ne sait pas vous, mais nous, on a comme l'impression qu'il y a un lien particulier entre les animaux non humains et les gouines. Et comme on est curieuse chez GL, on a passé une tête dans l'histoire de la gouinerie et découvert que oui, en effet, un tas de lesbiennes célèbres ont défendu, recueilli, aimé les animaux et qu'elles se sont fièrement représentées dans des portraits officiels avec eux. On a pu lire chez Colette « Sans bête, je m'appauvris ». De son côté, Rosa Bonheur a dit « L'espèce humaine ne vaut pas en général les animaux ». Cette dernière fut non seulement la première peintre animalière femme et lesbienne, mais aussi l'une des premières adhérentes à la Société protectrice des animaux, l'actuelle SPA, créée en 1845. Saviez-vous que Françoise Sagan fit une annonce nationale au JT de 20h lorsqu'elle perdit son chien Werther ? Saviez-vous que Joséphine Baker, elle, vivait entre autres avec des serpents, un cochon, des chats et des carlins, et embarquait sa chèvre toute dans sa loge ? D'ailleurs, tu penses que c'est parce qu'elles adoraient toutes les deux les chats que Colette et Joséphine Baker furent amantes ? Et toi, tu penses que Joséphine Baker a rencontré Kiki la Doucette, la chatte de Colette ? Et Colette alors, tu crois qu'elle a rencontré Albert, le cochon de Joséphine ? Vous l'avez compris, on se pose beaucoup de questions chez Gouinement lundi et on vous propose de disséquer nos propres rapports aux animaux en débutant par un rapide tour de table de nos intervenantes. Nous avons Isa. Bonsoir Isa. Bonsoir. Nous avons aussi Inès. Bonsoir Inès. Coucou. Et nous avons Laura. Bonsoir. Bonsoir. Et comme vous avez pu l'entendre à la co-animation et participante importante de ce sujet, nous avons Aura. Bonsoir. Bonsoir. Et Nola. Bonsoir. Alors, première question pour nous situer rapidement. Avez-vous un animal ? Et sinon, aimez-vous les animaux ? Grande question. Ah, peut-être Laura, je peux commencer ? Oui. J'ai 2 chats, Milo et Luna. Inès ? Alors moi, j'en ai pas actuellement, mais j'ai eu un chat qui s'appelait Chandler en l'honneur de Chandler Bing, parce que ma mère était fan de Friends. Mais j'en ai plus. Et voilà, ça me va pour l'instant. Et Isa ? Alors moi, j'ai un chat qui s'appelle Jean-Michel, mais 2 LE parce qu'en fait, c'est une chatte. Évidemment. Et Aura ? Alors moi, j'ai une chienne qui s'appelle Jojo parce qu'elle est queer. Et moi, je n'ai pas d'animaux, mais j'aimerais beaucoup, mais ma vie ne me le permet pas pour l'instant. Mais j'ai grandi avec des animaux, donc vraiment, c'est un sujet qui me passionne. Et donc, pendant cette émission, on va donc parler de ces êtres vivants qu'on aime tant ou pas, on ne juge pas. On va également écouter une nouvelle interview mode de Retour au placard d'Alice, un beau programme donc. Avant toute chose, je vous propose qu'on fasse un petit tour du côté des médias avec la chronique de Laura de l'AJL. J.K. Rowling est transphobe. Vous en doutiez encore autour de cette table ? Je suis pas sûre. Pas vraiment. Mais histoire d'enfoncer le clou, l'autrice de la saga Harry Potter vient une nouvelle fois de démontrer son obsession haineuse pour les femmes transgenres en versant un don de 70 000 livres, soit à peu près 81 000 €, à l'association For Women Scotland. Celle-ci milite pour exclure les femmes transgenres de la définition du mot « femme » dans les quotas des conseils d'administration publics en Écosse. L'écrivaine, dont la fortune est estimée à plus de 590 millions €, a salué les militantes qui se revendiquent comme TERF pour Trans Exclusionary Radical Feminists pour leur travail acharné et leur persévérance, je cite, évoquant une affaire historique. Au passage, J.K. Rowling a fait une énorme publicité à leur cagnotte, bien sûr, ouverte pour payer les frais de justice de ces charmantes Écossaises dont le but est de rendre la transphobie respectable.
Mais je crois qu'elle n'en est pas à son coup d'essai, non ? Non, loin de là, vous l'aurez remarqué, même si la transphobie de J.K. Rowling se fait de moins en moins discrète. Depuis 2019, cela est allé de ses likes accidentels sur des tweets transphobes, remarqués par ses quelques 14 millions d'abonnés, au soutien affiché à des militantes transphobes, en passant par son laconique « non » en réponse à une publication affirmant que les femmes trans sont des femmes, et à sa participation au financement d'un lieu d'accueil exclusivement réservé aux femmes cisgenres à Édimbourg. Ces attaques contre les femmes trans, sous prétexte qu'elles mettraient en danger les vraies femmes, je cite encore, lui ont valu d'être désavouée par une partie du casting de Harry Potter et fustigée par de nombreuses associations de défense des droits humains. Il faut dire que le climat politique est particulièrement transphobe en Écosse. Oui, c'est même ce qui a participé l'année dernière à la chute de Nicola Sturgeon, l'ex-première ministre qui dirigeait l'Écosse depuis 2014 et qui a tenté de faire passer une loi destinée à faciliter le changement d'état civil des personnes trans, bloquée par le gouvernement britannique, et contre laquelle J.K. Rowling a fait campagne, occupant une place de plus en plus prédominante en politique. La presse britannique, accusée d'instaurer un climat de haine, a monté en épingle cette question du genre pour en faire une question nationale. Les tabloïds, notamment, ont participé à l'intensification de la transphobie, à laquelle on assiste depuis une décennie sous l'impulsion des TERF, qui, elles, sont de plus en plus structurées. D'après l'association Trans Media Watch, qui étudie la représentation des personnes trans et intersexes dans la presse britannique, en une décennie, le nombre d'articles négatifs sur les personnes transgenres a explosé, passant d'une centaine par an entre 2010 et 2015 à environ 6 000, soit plus que le nombre de personnes qui changent d'état civil chaque année. Comme le résume la militante trans Katie Montgomery dans La Déferlante, l'intégralité de notre paysage médiatique est devenue anti-trans. Sur les plateaux télé, s'est répandue une pratique qui consiste à imposer des dits débats aux militantes transgenres avec des personnes hostiles à leur simple existence, qui leur demandent de justifier leur transidentité et hurlent à des femmes transgenres qu'elles ont un pénis. Ça a des conséquences concrètes, ce traitement médiatique ? Et oui, résultat de ce climat de haine, en 2022, les agressions transphobes, ont augmenté de 56% au Royaume-Uni par rapport à l'année précédente. Point d'orgue de cette idéologie de haine, l'ado Brianna Gay, de 16 ans, a été assassinée le 11 février 2023 par 2 collégiens de 15 ans dans un parc, après avoir subi des années de harcèlement transphobe. L'un des 2 jeunes condamnés à la perpétuité l'appelait « It », la chose, en se vantant de vouloir la tuer. Jusque dans la mort, plusieurs médias britanniques lui ont ouvertement manqué de respect en utilisant son dead name et en la mégenrant. Un rapport de NBC News sur le meurtre a conclu que le climat au Royaume-Uni est devenu de plus en plus hostile pour les personnes trans au cours des dernières années, en notant également que J.K. Rowling y a grandement contribué. Voilà, donc peut-être qu'elle aurait pu en rester à l'écriture de romans, juste une suggestion comme ça. Pas sûr qu'on ait envie de lire ces nouveaux romans après ça. Pas trop. Merci beaucoup Laura. Alors au-delà de ce fameux dilemme Gwyn-chat, Gwyn-chien, ce qui nous a beaucoup fait parler chez Gouinement lundi, ce sont les rapports aux autres quand on a un animal ou qu'on rencontre quelqu'une qui en a un. Parce qu'on a cet imaginaire de la Gwyn hyper sexy au parc à chiens ou que toutes les personnes queer aiment les chats, mais est-ce vraiment le cas ? Et surtout, la question que tout le monde se pose, est-ce que ça aide à draguer ou rencontrer des personnes ? Alors justement, Aura, toi qui es une amie à 4 pattes, comment ça se passe ? Est-ce que c'est un atout ou un inconvénient ? Alors, c'est très tranché. J'aurais du mal à répondre à cette question parce que globalement, ça passe ou ça casse. Ça casse souvent quand même. Donc, ouais, c'est plutôt, pour moi, c'est plutôt un inconvénient. Sauf si je sais qu'on aime les chiens. Mais ça dépend. Et qu'est-ce qui fait que c'est un inconvénient ? Il y a des gens qui aiment vraiment pas les chiens et du coup dès qu'on est dans quelque chose de l'ordre de la séduction, c'est quand même tout de suite assez compliqué. Il faut réussir aussi à gérer la relation à 3, parce qu'il y a ce truc aussi avec un animal, surtout un chien. Je sais pas comment c'est avec un chat, mais un chien, ça prend quand même beaucoup de place. C'est très dans une demande affective assez immense. Donc voilà, c'est pas toujours simple. Mais ça peut aussi détendre l'atmosphère. Donc ça dépend. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui. Laura ?
Oui, je suis assez d'accord. Je pense que nos animaux prennent beaucoup de place et une place affective. Et dès lors qu'il y a une autre protagoniste qui rentre dans l'équation, forcément, il faut jongler avec cet affect, vers qui on dirige l'affect. Il faut gérer l'amour ou le désamour de cette personne pour les animaux. Pour moi, je sais que c'est un petit peu un no-go, c'est-à-dire que je n'envisage pas de relation avec quelqu'un qui n'aimerait pas les animaux et d'autant plus qui n'aimerait pas les chats. Mais moi, ça m'a amené, je pense, à réserver le fait de faire rencontrer mes chats à quelqu'un avec qui j'aurais vraiment envie de nouer un lien. Parce que déjà, il faut pouvoir les supporter, parce qu'ils sont très envahissants, ils demandent de l'attention en permanence. Et puis en plus, parce que pour moi, c'est du registre vraiment de l'intime, quoi. C'est un petit peu comme des enfants qu'on ne présente pas au premier date. Et c'est un petit peu, il y a quelque chose de l'ordre du test, c'est-à-dire qu'il faut que le courant passe entre eux et la personne que je vais rencontrer, quoi. Inès, tu as envie de rebondir sur, pour toi, la drague et les animaux? Non, mais ça m'alerte parce qu'en fait, moi, c'est pas que j'aime pas les animaux, mais juste, j'ai pas d'affinité particulière avec eux au premier rendez-vous. Et donc, ça m'inquiète. Je me dis, ça veut dire que peut-être que ça peut être un red flag pour certaines personnes. Peut-être. Mais après, je pense que je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'est un peu un no-go, dans le sens où pour moi, aimer les animaux et en prendre soin, c'est aussi un green flag dans le dating. Enfin, ça montre que la personne peut prendre ses responsabilités, peut prendre soin d'un être vivant. Enfin, je trouve ça assez important, quoi. Isa? Donc là, la question, c'était de savoir si on en parle au premier date ou... Est-ce que c'est pour la drague et les animaux, dans le sens où qu'est-ce que ça... C'est un... Est-ce qu'on peut s'en servir positif pour draguer ou négatif, un inconvénient, un S'en désaveu. servir. Ouais, c'est ça. C'est le mot. Ouais, avec un chat, je trouve ça compliqué de s'en servir pour draguer, parce que effectivement, moi, je l'envisage plus. Enfin, si je me dis qu'il faut qu'on se serve d'un animal pour draguer, c'est plus avec un chien. Si on va le promener, et ça, je crois que Aura pourra nous en parler de ses expériences ou pas de rencontres dans les promenades de chiens. Mais moi, j'adorerais pouvoir promener Jean-Mich, mais non, ça se passe pas. Après. Je l'ai utilisé, moi, plutôt pour mettre fin à des dates. Je ne sais pas si on en parlera peut-être plus tard, ou si j'en parle tout de suite. Oh, tu peux y aller. Mais j'avoue, c'est vrai, c'est un peu ridicule quand j'y pense aujourd'hui, mais il y a un petit bout de temps, quand Jean-Mich était encore chaton, je tiens à le dire, et qu'il était très vorace et qu'il avait des heures de nourrissage très précise. J'étais un rencard avec une fille, ça se passe pas des masses, enfin je sentais qu'il allait rien se passer, et pour y mettre fin, je lui ai dit que je devais aller nourrir mon chat. Mais c'était vrai, c'était pas... Et à l'époque, j'y croyais vraiment, alors qu'aujourd'hui, je sais que le chat peut parfaitement t'attendre. Et elle t'a cru, ou... Qu'est-ce que tu as senti dans son regard? J'ai senti que notre non-attirance était réciproque, donc voilà, je pense que ça l'arrangeait aussi quelque part. Oui, donc tu as utilisé ton chat. J'ai utilisé Jean-Mich, c'est vrai. Ouais. Lâchement. J'ai un peu honte aujourd'hui, je le fais plus aujourd'hui, pas comme ça en tout cas. Et du coup, Aura, est-ce que tu aurais des anecdotes ou des expériences que tu voudrais nous raconter avec Jojo, de premier date? Ouais, j'en ai pas mal. J'en ai des bonnes et des moins et des drôles, mais moins drôles sur le moment. Peut-être parmi les bonnes, c'est que je me fais quand même beaucoup aborder par les gens en général, donc pas des filles, mais entre autres, mais par les gens, et du coup c'est quand même quelque chose d'assez positif qui m'amène à enfin du coup j'imagine que c'est aussi un peu pareil pour la séduction. Et aussi, à un moment donné, je l'ai mise sur Empreinte mon toutou. Je ne sais pas si vous connaissez cette... Ouais. Bon, j'ai un peu honte de raconter ça, parce que... mais donc, il y a des gens très fiables sur Empreinte mon toutou. Parce que le concept, c'est que c'est les gens qui payent pour être sur l'application parce qu'ils ont envie de garder des chiens de temps en temps et de ne pas en avoir, mais de s'en occuper.
Et donc, ils payent pas grand-chose, mais c'est quand même c'est un peu symbolique. Mais du coup, c'est quand même des gens censés être fiables. Et je remarquais qu'il y avait beaucoup de jolis garçons qui venaient m'emprunter Jojo. Et un jour, je me suis rendu compte qu'en fait, ils allaient draguer au parc à chiens avec. C'est un peu creepy, hein. C'est un petit peu, ouais. Et au café aussi. Et comment tu t'en es aperçue? Mais ils s'en occupaient très bien, hein, par ailleurs. Elle avait l'air de les aimer beaucoup, mais je m'en suis aperçue parce que je l'ai récupéré à un café à un moment donné et il était très bien habillé. Il était avec une femme et c'était clairement un date. Voilà. Et sinon, une autre anecdote, mais qui là est quand même moins drôle sur le moment. C'est j'étais avec une fille qui me plaisait. C'était pas un date à proprement parler, mais bon, voilà. J'avais envie d'être plutôt élégante et séduisante. Et c'est un peu compliqué avec Jojo parce que c'est un chien adorable mais très vif et qui tire beaucoup en laisse. Donc déjà, voilà, il faut imaginer ça. Et il y a toujours ce moment un peu redouté du caca à ramasser. Et souvent de la poubelle très loin et du caca à se trimballer très longtemps. Mais là, c'est pire ce qui s'est passé. C'est que j'avais une veste en jean et j'avais mon portable en fait dans ma veste en jean au niveau de la poitrine. Et c'est une poche ouverte. Et donc, au moment de ramasser son caca, je me baisse et mon portable tombe droit dans la crotte. Voilà, un peu molle. Et cette fille était là et j'étais très gênée parce que je ne savais pas quoi faire de mon portable. Voilà, bref, imaginez cette scène. Mais est-ce qu'il y a eu un deuxième date ou ça s'en est fini là? Comme c'était pas vraiment un date, c'était plutôt une amie, etc. Oui, on s'est revus. Ok. Voilà, mais... Ça peut te mettre dans des circonstances un petit peu gênantes. Il y a du charisme à rattraper après. Peut-être, dernière anecdote, Laura, toi qui as des chats, est-ce que tu as une anecdote avec tes chats de rencard Oui. Pardon d'avance à cette personne. Oui, j'ai rencontré... j'ai rencontré... une personne qui est venue chez moi et je l'avais prévenue que j'avais 2 chats. Elle m'a dit qu'elle était un peu allergique et elle a pris un Zyrtec juste avant qu'on aille chez moi. J'avais bien insisté en me disant t'es sûre, un tu veux anti-allergène. venir chez moi? Oui, j'ai mon antihistaminique pour les allergies, je vais le prendre, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, c'est sûr, il y en a 2, il y en a un qui perd beaucoup ses poils, oui, pas de souci, etc. Et en fait, elle a fait une crise d'asthme mais monumentale, catastrophique, à tel point qu'elle est partie au milieu de la nuit, que je lui ai payé un Uber, que ça a été tout un drame. Elle avait le mascara qui coulait jusqu'au menton et elle était super gênée parce qu'elle voulait pas que je la voie comme ça. Mais moi, je n'avais rien à faire. J'avais surtout envie qu'elle se sente bien, qu'elle puisse respirer, je pense. Et en fait, ce qui a été fou, c'est que ça a mis fin à ce petit début d'histoire. Oh non. C'est-à-dire qu'elle m'a littéralement ghostée et elle m'a réécrit plusieurs mois après en me disant que c'est cette scène qui a été pour elle c'est très honteuse, qu'elle était très mal, que je l'ai vue en train de morver. Mais ça aurait pu vous rapprocher. Bah oui, je sais, c'est ce que je lui ai dit, mais ça passe ou ça casse. Surtout que t'étais là pour elle. Bah oui, mais non, ça s'est pas fait. Voilà. Mais je n'ai pas blâmé mes chats pour autant, quoi. Mais si je peux ajouter quelque chose, je sais pas. En tant que personne pan, moi j'ai daté à la fois des hommes et des femmes dans ma vie, et je trouve que en fait le fait de dater des femmes ou des personnes non binaires, ça te libère un petit peu du cliché de la vieille fille à chat qui a été vraiment bien décrit par Mona Chollet, où l'hétéropatriarcat aimerait nous enfermer cette idée que parce qu'elle a personne dans sa vie, la pauvre, elle a adopté des chats et du coup elle est plus très attirante. Chez elle, ça doit sentir la litière. Bref, et dans les relations queer, je trouve qu'on n'a pas du tout ça. Enfin, je sais pas si vous partagez mon point de vue, mais
que c'est pas du tout synonyme de non-attractivité en fait, et ça peut même créer du lien, ça peut créer un lien très fort. Moi je sais qu'avec mon ex on avait un lien très fort autour de mes chats, qui tenait très très fort à elle, et que lorsque ça s'est fini, ça a été aussi un déchirement de savoir que ce lien-là allait être coupé, quoi. Donc voilà. Merci pour ce partage. Et pour compléter nos expériences personnelles, on écoute le témoignage de Denise qui s'est confiée au micro d'Inès. Alors du coup, moi c'est Denise, j'ai 27 ans et j'ai un chat qui a bientôt 7 ans maintenant, qui s'appelle Pitou, ou de son nom complet Bouba Pitou. Je n'ai pas choisi ce prénom, nous n'avons pas choisi ce prénom parce que c'est un chat que j'ai adopté avec mon ex à l'époque. Pitou, il faut savoir que c'est un chat qui est assez particulier, qui est très gentil, qui est assez indépendant, mais qui est un peu bête, voilà. Donc on peut se dire que j'exagère, que je suis pas très sympa avec mon chat et que je l'aime pas beaucoup, mais c'est faux. Et chaque personne qui a douté de ça l'a rencontré et ensuite m'a demandé effectivement c'est quoi son problème. Donc Denise, c'est un chat que tu as adopté avec ton ex-compagne. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé suite à votre rupture, justement logistiquement, comment vous avez fait pour ce chat ? C'est une question qui s'est pas trop posée au moment de la séparation parce que pour moi on a adopté ce chat à deux, donc c'est un peu comme un enfant, et du coup il y avait vraiment pas du tout de question de qui va le garder, est-ce qu'il y a un droit, est-ce qu'on est obligé, est-ce que voilà, c'était s'il y a besoin de faire une garde partagée, il y avait aucun souci. Après c'est vrai que ça met en lumière des challenges qu'on peut forcément ne pas toujours imaginer, comme la question de transporter le chat d'un endroit à un autre. Est-ce qu'il est capable de s'habituer à son environnement assez rapidement ? Ça peut être partagé du coup entre deux maisons. Alors Pitou étant un chat assez indépendant et assez bête, je le répète, c'est un chat qui s'accommode de n'importe quel appartement assez facilement. Après, il y a aussi la charge émotionnelle, parce que faire une garde partagée, c'est s'engager à voir la personne assez régulièrement pour échanger la garde, échanger les papiers, échanger des nouvelles éventuellement. Ça, par exemple, ça peut être quelque chose qui peut être très difficile pour une personne ou pour une autre. Donc, du coup, c'est pour ça que, au final, la garde de Pitou, c'est moi qui l'ai eue, pour éviter des difficultés émotionnelles, des difficultés relationnelles. Voilà. Quand on fait le choix de garder l'animal, faut aussi se dire que tous les souvenirs en fait qui sont liés à la personne avec qui on l'a adopté sont liés à ce chat, sont liés à cet animal, et moi c'est le cas. Donc Pitou, c'est vraiment un réconfort au quotidien. J'adore être avec lui, j'adore rire de lui, vraiment passer énormément de temps avec lui, et vraiment c'est un réconfort par exemple d'aller mettre ma tête dans son ventre et puis d'avoir des allergies pendant 4 heures après. Mais c'est aussi parfois un moment où je peux retrouver un peu de nostalgie et avoir le cœur qui pique un peu, parce que forcément ça me rappelle des moments où on était ensemble, parce qu'on l'avait ensemble, donc c'est des souvenirs qui sont nécessairement liés à l'animal. J'en crée des nouveaux, mais voilà, je garde en tête que voilà, il y a cette ambivalence et qu'il faut pas oublier que quand on garde un animal, il y a quand même pas mal de responsabilités autour et une charge émotionnelle qui y est liée. Et avant de passer à notre seconde partie, on vous propose d'écouter l'icône Rebecca Warrior avec Possession de Compromat sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM.
wehrt euch. Vous êtes toujours sur Gouinement lundi, sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et pour introduire cette deuxième partie dédiée à nos relations interpersonnelles avec nos amis touffus, chats, chiens et autres, on écoute Denise de nouveau. Alors effectivement, il a un compte Instagram à son nom, qui est assez unique, donc assez drôle à retenir, Bouba Pitou, voilà, tout attaché. Pourquoi il existe ? Et tout simplement parce que c'est un endroit un peu plus légitime pour spammer des photos de lui, parce que il est très très peu photogénique, il faut le savoir. Ah si, c'est assez drôle en fait. Il a vraiment, il peut être très beau, mais il peut avoir vraiment l'air très stupide. Donc on voit vraiment le fond de son âme, c'est-à-dire le vide. Donc voilà, ce compte Instagram est né à la suite d'une demande d'une amie qui me demandait de lui créer un compte Instagram, et je me suis dit c'est suffisant. Voilà, c'est une raison suffisante pour en créer un et puis légitimer mon idée de balancer énormément de contenu sur sa tête, qui est très 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 drôle et très mignonne. Voilà. Alors, ça m'apporte énormément de joie dans la mesure où quand je crée le contenu, il faut savoir que ça me fait rire moi d'abord. Je me suis déjà retrouvée en fou rire en train de faire le seul TikTok que j'ai fait de ma vie, qui est juste sa tête déformée avec un filtre Instagram. Ça me fait énormément rire. Voilà, donc aux personnes qui me disent on s'en fout, eh bien, ma foi, vous avez raison, on s'en tape totalement, on s'en carre l'oignon, comme tu dis. Mais finalement, je veux dire, c'est gratuit, ça fait de mal à personne, et moi, ça me fait beaucoup rire sur mon temps libre. Donc, effectivement, foutez-vous-en, et puis laissez-moi rire de mon chat. Alors, ça nous a fait beaucoup parler en off. Compte Instagram ou pas, Inès, tu as la parole. Alors, je ne comprends pas cette affaire. Vraiment, je ne comprends pas les comptes Instagram pour les chats. Et en fait, j'ai un peu essayé de me questionner parce que je me dis, en fait, on fait ce qu'on veut sur Instagram. Genre, si on a envie de poster des choses sur son chat, moi, je poste des trucs sur mes DJ sets ou sur moi-même. Et voilà, je fais ce que je veux. Mais je crois qu'en fait, c'est quand j'ai des gens que je trouve attirants, des crushs, et je vois que ces personnes ont créé un compte pour leur chat, je sais pas, ça détruit un truc. Ça détruit un endroit de désir ou de sublimation ou de fantasme. Et après, ça les rend hyper humains. Et je crois que ça les désacralise. Et voilà. Et en fait, je crois que ça me gêne, quoi. Je les vois trop humains. Je les vois trop minoudou, minounou. Non, je comprends pas. Et en plus, ça atteint mes crushs. Donc voilà, ça m'énerve. Isa, est-ce que tu as un avis sur la question ? Oula, on me fait signe. Mayday. Non, j'avoue que j'ai pas trop d'avis. Voilà, un avis super éclairé. J'aurais tendance, peut-être, ma première réaction serait peut-être un petit peu comme Inès, en disant voilà. C'est dur. Ouais. Mais après, non, mais ce serait pareil débitoire quand même. Je veux dire, si après la personne me plaît et tout, je pense que même je trouverais ça mignon. Mais je pense que ça dépend aussi du contenu véritable, enfin des légendes par exemple sous l'Instagram, si c'est ah non mignon. Je trouve qu'il y a... Alors là, tu soulèves quelque chose de très important. Je tiens à défendre ma cause. Aura, parce que toi, tu as un compte Instagram. Il y a les comptes Instagram niais, les comptes Instagram drôles. Bon, parce que moi, j'ai un compte Instagram... je sais pas si c'est drôle, mais j'ai un compte Instagram pour ma chienne Jojo. Mais je l'ai vraiment fait parce que j'avais envie de m'amuser sur Insta, et je trouve que c'est très stressant de s'amuser sur sa propre page, qui est censée être pro. Et du coup, c'était un peu mon espace de liberté. Et voilà, donc je m'amuse. C'est comme Denise l'a dit, c'est vraiment un moyen de rire. Et voilà. Moi, j'avoue, je suis ces comptes Instagram et je suis Jojo. Donc merci. Mais j'ai l'impression que ça fait du bien quand même. Ouais. J'ai l'impression que souvent on suit plus Jojo que moi d'ailleurs. Et on me pose plus de questions. Il y a beaucoup plus d'interactions avec Jojo qu'avec moi. Donc c'est que voilà, les gens ont tranché. Oui, Isa. Justement, moi j'aurais une question pour Aura. Est-ce que on a pu te draguer à partir de cette page, justement, de la page de Jojo? Je pense que oui. C'était clairement des personnes qui adoraient les animaux. Et je pense que oui, du coup, ça les touchait. Et c'était un moyen de discuter
parce qu'elle s'abonnait à ma page Jojo et du coup c'est moins sérieux que de se parler sur ma page. Il y a un truc plus, c'est un prétexte, on peut se parler parce qu'on commente les photos et donc oui, quelque part je pense que ouais, mais elle est très mignonne et elle a vraiment une tête très drôle parce que c'est un cocker, donc avec des très grandes oreilles, très expressive. C'est elle? Ouais. Elle a combien de followers? 20 450, c'est la première influence du chat. Ah non, par contre, je pourrais pas faire du business. Ça, je me sentirais très mal. Mais non, elle a, je sais pas, 300, 400 followers. Ouais, mais qui sont souvent mes followers. Je suis prête. Et Laura, est-ce que toi, tu as un avis sur la question? Alors déjà, moi, je voudrais commencer par défendre l'honneur de Pitou Bouba, que je trouve très mignon. Parce qu'on a regardé son Insta pendant la pause et je le trouve très mignon. Non, mais moi, j'ai pas honte de dire que j'ai un compte Insta pour mes chats et même un compte TikTok. Mais alors, on veut le nom. C'est un peu le lieu du lâchage, si tu veux. Et ça permet de faire le tri aussi des personnes qui vont me trouver beaucoup trop gnangnan et celles qui vont apprécier. Mais c'est pas rédhibitoire, encore une fois, maintenant. Ouais. Non mais j'ai un petit compte, mais je poste très peu. Je poste très peu sur leur Insta et encore moins sur leur TikTok, mais c'est un peu le lieu où je me suis laissée aller à mes petits penchants mignonnesques sur mes chats, et oui, sous couvert d'humour. J'ai envie de dire, regardez mes enfants comme ils sont beaux. Voilà, mais si ça peut faire fuir beaucoup de mecs cis-hétéros en courant, tant mieux. C'est pas très grave. Inès, tu as été traitée de mec cis-hétéro. Je savais qu'en venant ici, j'allais pas me faire des amis, donc voilà. Excuse-moi. C'est ok. Mais c'est écrit en tout petit en haut de mon Insta, peut-être que tu l'aurais pas vu, tu vois. Peut-être. Pour rebondir, les animaux, c'est aussi une manière de se faire du bien. Les comptes Instagram le font, on vient de le voir, mais c'est aussi une manière de sortir de l'isolement, de la solitude. C'est aussi un peu notre famille choisie, ou une famille choisie de quand une personne qu'on aime a un animal. Est-ce que c'est quelque chose que tu approuves, Aura, ou pas d'ailleurs? Oui, totalement. Déjà, il faut s'en occuper, donc il faut la sortir tous les jours, qu'on soit en forme ou pas en forme. On n'a pas le choix. Moi, depuis que j'ai ma chienne, je peux pas passer une journée chez moi en pyjama. Je suis obligée de sortir, quoi. Donc quelque part, ça crée un lien à l'extérieur. Ça oblige aussi quand on est déprimé, etc. On peut avoir des phases comme ça. Ça oblige à se préparer, à être prêt aussi à avoir des interactions, parce que quand on a un chien, on est beaucoup abordé. Donc ouais, quelque part, ça aide. Je pense que quand on a du mal à se lier, à sortir, etc., c'est un bon moyen de se reconnecter aux autres. Isa, avec Jean-Mich? Moi, très clairement, Jean-Mich, de toute façon, je l'ai adopté, on va dire, pour ça. Enfin, moi, j'ai décidé d'avoir un chat quand j'allais avoir 40 ans, j'étais célibataire et l'ami avec qui je vivais déménageait. Et donc, j'ai eu vraiment une angoisse de « Oh là là, mais je vais être toute seule dans cet appartement. » Non, quoi, angoisse. Sachant que j'avais jamais eu de chat, qu'a priori j'aimais pas les animaux, mais donc je sais pas ce qui m'a pris, mais c'était une très bonne décision, et parce que très clairement c'est un être vivant, hein, en fait, donc et très vivant d'ailleurs, qui on le sait, les chats après c'est eux qui sont on est chez eux après, hein, très clairement. Jean-Mich particulièrement, c'est un petit peu spécial. Je confirme. Oui, Nola, pour l'avoir gardé un certain temps. Moult fois. Voilà. C'est que, voilà. Donc oui, moi, il m'a vraiment beaucoup aidé, et il m'aide toujours aujourd'hui à me sentir mieux chez moi avec lui. Du coup, en plus, moi, je travaille chez moi, donc je passe beaucoup de temps chez moi seule, et je le dis souvent, heureusement qu'il y a Jean-Mich, malgré tous ses défauts et ses comportements bizarres. Mais heureusement qu'il y a Jean-Mich. Et est-ce que pour vous, ce serait une façon de créer une famille ou une sorte de communauté aussi, quand on se sent un peu seul,
Ça reste des êtres vivants, donc des êtres vivants dont on doit s'occuper. Laura, peut-être. Oui, c'est vrai. Enfin, moi, je rejoins totalement Isa sur le fait que grâce à eux, on n'est jamais seul. En fait, moi aussi, il y a eu des périodes de ma vie où j'ai eu cet immense sentiment de solitude que mes 2 chats sont venus combler. C'est vrai qu'à nous 3, on forme une petite famille. Comme en plus, j'héberge quelqu'un en ce moment, nous 4, on forme une grande famille. Assez incroyable. Et ça vient compenser parfois, je pense, tout ce que le monde extérieur peut nous faire de mal et de blessant. Moi, j'ai un lien très, très, très fort avec eux 2. La plus petite... notamment parce qu'il y a un espèce de lien de dépendance affective entre nous qui s'est développé. Alors, je ne sais pas si ce sera toujours très bon pour nous parce que c'est devenu ultra fusionnel. Et avec le grand, c'est aussi quelque chose de très fort. C'est un siamois qui s'approprie sa maîtresse. Il a aussi une énergie de dingue et des comportements parfois de petit chien qui a besoin qu'on s'occupe de lui en permanence. Donc forcément, je me tourne vers eux et j'ai moins d'insomnie qu'avant, par exemple. Même si j'en ai quand même pas mal, mais j'en ai moins qu'avant parce que j'ai moins d'espace pour les pensées parasites, vu que je dois m'occuper d'autres êtres vivants. Inès, est-ce que toi qui n'as pas d'animaux, est-ce que tu as un avis sur la question ? Oui. Des fois, je me balade dans la rue et je me dis, mais ma vie serait tellement mieux si j'avais un chat à la maison. Mais le problème, c'est comme tu disais au début, c'est un peu les circonstances matérielles qui font que je ne peux pas accueillir d'êtres vivants chez moi en dehors de moi-même. Mais vu que je me dirige vers une vie, je pense, qui sera potentiellement éloignée de la notion de couple tel qu'on l'entend et de famille tel qu'on pourrait l'entendre, je pense qu'un jour, j'aimerais bien partager ma vie avec un chat. Pas un chien, mais un chat. Et peut-être avoir cette responsabilité et en faire un élément de mon système de... Enfin, un élément dans mon système de soutien, comme on dit. Mais pas pour l'instant. Je pense que je vais attendre encore un petit peu. Peut-être dernière question, parce que l'heure tourne. J'avais envie de vous poser la question si vous projetez votre ou vos identités queer à travers vos animaux ou les animaux que vous voyez. Isa, parce que Jean-Mich. Alors, un tout petit peu, c'est-à-dire qu'effectivement, donc Jean-Michel est une chatte, comme j'ai dit. Alors il s'appelle déjà. Elle s'appelle Jean-Michel parce que on ne sait pas pourquoi j'avais décidé que mon chat, quel qu'il soit, s'appellerait Jean-Michel. Bon, il se trouve que finalement j'ai une chatte, donc c'était Jean-Michel 2LE. Mais je dis très souvent il en fait, parfois elle, parfois il, parce que j'ai décidé que ce serait un chat non binaire. Voilà, de façon totalement arbitraire. Mais c'est peut-être une petite projection, effectivement, de mes questionnements sur mon genre. Voilà, oui, donc clairement, j'ai projeté des trucs. Et il se trouve que c'est aussi un chat dépressif. Donc je ne sais pas si j'ai projeté que ça sur lui. mais c'est parce que Jean-Michel a été, moi je le dis là maintenant, ça, comme je fais sur la soupe, mais Jean-Michel a été sous Prozac à un moment. On a même presque partagé les mêmes antidépresseurs. Parce qu'il a dû essayer plusieurs antidépresseurs avant de, voilà. Bon, maintenant il n'est plus sous Prozac, il est sevré et ça va à peu près bien. Mais voilà, donc j'ai peut-être projeté un peu trop sur lui. Beaucoup d'identité, donc. Ouais. C'est drôle parce que j'ai eu exactement cette envie quand j'ai eu Jojo. C'était évident que je pouvais pas choisir un nom féminin ou un nom masculin. Enfin là, entre autres, un nom féminin. Et donc Jojo, ça me semblait être... c'est un peu le Jojo de tout le monde. Ça peut être le tonton... le tonton un peu ringard, ça peut être un diminutif. Mais oui, c'était assez évident. Et je suis pas du tout attachée au fait qu'on la genre au féminin ou que des gens se trompent, etc. Ça me dérange pas du tout. Donc, ouais, sûrement. Et j'ai beaucoup de mal à lui mettre des couleurs trop féminines. Enfin, mes choix de collier tirent plutôt vers le bleu.
et de harnais. Et c'est souvent un peu des harnais pratiques et plus pratiques que jolis. Enfin, donc il doit y avoir un truc quand même qui transparaît chez elle. Isa, ouais. Ouais, non, moi si je peux ajouter un truc quand même, c'est qu'à un moment quand Jean-Michel n'allait vraiment pas bien du tout, je l'avais emmené chez une véto qui m'avait dit, quand je lui avais dit, bon je l'appelle Jean-Michel mais je dis il, bon, vraiment, il m'avait dit, mais vous savez, c'est peut-être ça le problème en fait, elle cherche à vous séduire. Hein, voilà. Je me dis, waouh. Voilà. Tu l'as peut-être détraqué. C'est ça, exact. Bah voilà. En l'appelant Jean-Michel. C'était exactement ce qu'elle insinuait. Voilà. Alors malheureusement, on va devoir conclure cette partie. Et on n'a pas le temps d'en parler ici, mais pour toutes les personnes qui, comme Aura et moi, et peut-être d'autres personnes autour de cette table, se questionnent sur nos rapports binaires et parfois d'autorité entre humaines et animaux, on vous invite à ouvrir vos champs de pensée grâce aux réflexions queer interespèces, soulevées notamment par la philosophe Donna Haraway dans son essai « Quand les espèces se rencontrent ». Ceci étant dit, notre émission n'est pas finie puisqu'on va écouter la chronique mode Retour au placard d'Alice. Déborah, j'ai 40 ans. Mon pronom préféré, c'est elle, E-L, créatrice de la marque de bonne facture. Quel est votre rapport à la mode ? Un rapport ambigu, d'amour total pour les vêtements et les styles, mais de malaise parfois face à l'industrie de la mode, au système de la mode tel qu'on le connaît. Est-ce que vous avez des principes en matière de mode ? En tant qu'observatrice, j'en ai pas vraiment. Et après, dans le travail de création que je fais, j'en ai énormément. Par exemple, comme je fais du vêtement dit masculin, certains hommes qui sont un peu des sources d'inspiration, un peu tarte à la crème du menswear, maintenant je m'interdis d'avoir ces images-là. Est-ce qu'il y a des icônes queer qui vous inspirent en tant que créatrice ? Agnès Martin, qui est une peintre canadienne. J'avais déjà repéré, je pense, des portraits d'elle avec des vêtements un peu matelassés où elle peignait dans un grand studio. Sa compagne avait été des premières à faire des œuvres d'art avec des principes de tissage, ce qui était complètement révolutionnaire dans les années 50, d'utiliser des métiers dits féminins pour faire de l'art. Dans votre pratique, est-ce que vous avez eu l'occasion de réfléchir au vestiaire queer ? Il y a des vêtements qui ne sont pas accessibles d'un point de vue morphologique. Donc, sur cette question d'une mode qui pourrait inclure les personnes transmasculines, par exemple, pour avoir un pantalon qui tombe comme ci, comme ça, avec ce type de taille, ce type de boutonnage, etc., ça impose d'avoir des hanches très fines et un corps droit. Ce qui ne va pas toujours être le cas. Et encore une fois, il n'y a pas un corps trans, mais c'est vrai que je trouve ça intéressant de voir finalement dans une garde-robe, qu'est-ce qui peut être accessible pour exprimer ce style en ayant un corps qui n'est pas forcément normé. Parmi les personnes que j'ai interviewées pour Gouinement lundi, il y en a un certain nombre qui m'ont exprimé le fait d'avoir des difficultés pour se rendre visible dans la communauté queer. Qu'est-ce que ça vous inspire en tant que créatrice de mode ? Le queer, c'est un spectre infini. J'avais failli faire un projet pour la Queer Week où justement, avec un ami, lui, ce qu'il voulait, c'était mettre en avant que, vu que ma marque est plutôt, disons, c'est un peu une élégance décontractée, disons que c'est pas le premier vestiaire auquel on s'imaginerait penser quand on parle de mode queer. Et lui, en fait, il voulait mettre en avant que être queer, c'était pas forcément avoir les cheveux bleus et porter des licornes avec des paillettes. En fait, c'était de dire je veux pas me limiter en fait à cette expression-là et ça ne fait pas de ma personne quelqu'un de moins queer. Et puis après, dans ce qui est à première vue queer, tout comme on dit queering quelque chose, par exemple emprunter un vestiaire qui n'est pas censé être le vestiaire de mon genre et m'habiller dans ce vestiaire-là et tout à coup je crée une sorte de liberté par rapport à mon assignation genrée. Et je me sers de la charge symbolique de ce vestiaire-là, de la façon dont il tombe sur mon corps, dont les matières, dont le vêtement me couvre, ne me couvre pas, pour exprimer une partie de moi qui aurait été effacée par une réponse trop littérale à mon assignation genrée, quoi.
عددوا المهراوي هاتوا البارودي بالخيول المبركعة يطاردوا له زفوا لمحمد لباب العمودي شيعوا لولادي عمو يجولوا عددوا المهراوي هاتوا البارودي بالخيول المبركعة يطاردوا له زفوا لمحمد لباب العمودي شيعوا لولادي عمو يجولوا عددوا المهراوي هاتوا البارودي بالخيول المبركعة يطاردوا له زفوا لمحمد لباب العمودي شيعوا لولادي عمو يجولوا عددوا المهراوي هاتوا البارودي بالخيول المبركعة يطاردوا له زفوا لمحمد لباب العمودي شيعوا لولادي عمو يجولوا عددوا المهراوي هاتوا البارودي بالخيول المبركعة يطاردوا له زفوا لمحمد لباب العمودي شيعوا لولادي عمو يجولوا عددوا المهراوي هاتوا البارودي بالخيول المبركعة يطاردوا له زفوا لمحمد لباب العمودي شيعوا لولادي عمو يجولوا عددوا المهراوي هاتوا البارودي بالخيول المبركعة يطاردوا له زفوا لمحمد لباب العمودي شيعوا لولادي عمو يجولوا عددوا المهراوي هاتوا البارودي بالخيول المبركعة يطاردوا له زفوا لمحمد لباب العمودي شيعوا لولادي عمو يجولوا عددوا المهراوي هاتوا البارودي بالخيول المبركعة يطاردوا له زفوا لمحمد لباب العمودي شيعوا لولادي عمو يجولوا عددوا المهراوي هاتوا البارودي بالخيول المبركعة يطاردوا له زفوا لمحمد لباب العمودي Vous venez d'écouter Xena, le fruit de la collaboration entre la chanteuse palestinienne Naï Barghouti et Skrillex sur FPP, sur 106.3 FM. Et avant de conclure cette émission dédiée aux animaux, on avait quand même envie de revenir sur est-ce que ça change nos rapports avec les gens qui nous entourent dans la vie en général, et aussi sur la codépendance. Aura, est-ce que tu avais envie de nous dire quelques mots ? Oui, on parlait en privé du fait que ça peut être aussi un amour toxique. Mais par toxique, je veux juste dire que c'est une forme de codépendance. Et je sais que moi, j'aime tellement ma chienne que du coup, j'ai beaucoup de culpabilité très facilement. Donc, chaque jour, ça me met quand même de la pression parce que, en plus,
j'ai un rapport aux animaux un peu sacré et tout, donc enfin, je veux dire, j'ai vraiment envie qu'ils soient libres et qu'ils soient le plus possible dans leur élément naturel. Et moi, c'est une chienne assez vive, donc je passe beaucoup de temps à la sortir. Et je prends beaucoup sur mon temps. Et dès que je le fais pas, je culpabilise. Et donc, c'est ce que j'appelle l'amour toxique. mais c'est aussi juste de l'amour tout court et c'est bien. Ouais, mais c'est important de le rappeler qu'avoir un être vivant avec soi, c'est pas que des bons côtés. Enfin, il y a beaucoup de responsabilités derrière. Oui, c'est ça. On devient vraiment son référent, quoi. Donc, moi, je sais que j'ai beaucoup de mal avec cette position de manière générale, et ça m'y a mise un petit peu malgré moi. Et je me rendais pas compte de ce que ça pouvait être comme position. Enfin voilà, j'aime beaucoup la liberté et du coup ça empiète quand même sur la mienne. Donc c'est quelque chose à gérer. Laura. Laura, tu voulais dire quelque chose ? Oui, non, ça me fait réagir, pardon. Mais en fait, je comprends totalement ce que tu dis. Au début, je n'avais que Milo et j'ai été malade d'angoisse pendant des mois et des mois parce que j'avais l'impression qu'il n'était pas heureux, que je lui suffisais pas, que je lui apportais pas ce dont il avait besoin et qu'il s'ennuyait, que c'était dur d'être un chat d'appartement, etc. À tel point que j'ai consulté une comportementaliste qui est venue chez moi. On en a beaucoup parlé et c'est un chat qui a été sevré un peu trop tôt, qui a du coup été très sur moi, qui avait besoin de cette affection très très fort. Et c'est un chat qui a des légères tendances TDAH, un petit peu comme sa maîtresse. Donc qui est une pile électrique et qui a besoin de beaucoup d'activités. Donc j'en pleurais. Moi je me rappelle au début j'en pleurais parce que j'ai l'impression d'avoir fait une énorme connerie, que jamais je pourrais lui apporter ce qu'il aurait avec un jardin et que pour autant j'aurais peur qu'il se fasse écraser s'il sortait dehors. Mais finalement, avec la comportementaliste, on a mis en place un parcours mural pour qu'il puisse s'éclater. Et j'ai pris la deuxième, Luna. Et il y a une forme d'équilibre qui a émergé. Et c'est vrai que depuis que j'accueille quelqu'un en plus chez moi, j'ai plus cette culpabilité à l'idée de sortir de chez moi parce que je sais qu'il va jouer avec LE et qu'ils seront pas malheureux. Alors malheureusement, on va devoir conclure sur ce sujet. Et tout de suite, je crois qu'il est l'heure d'écouter les petites annonces de Gouinement lundi. Allô ? Allô, Gouinement lundi ? Les petites annonces de Gouinement lundi, tous les 4e lundis du mois, sur Gouinement lundi. Salut Gouinement lundi, je me demandais s'il y avait des meufs lesbiennes, bi, qui voulaient faire du rugby avec moi. Voilà, ça fait longtemps que j'y pense. J'en ai fait beaucoup quand j'habitais dans le sud-ouest à Toulouse, et depuis que je suis arrivée à Paris, c'est plus tout à fait la même chose. Alors voilà, s'il y en a qui veulent qu'on essaie de faire quelques trucs de rugby ensemble, n'hésitez pas. Vous avez un nouveau message. Tu cherches des butch musclés pour ton déménagement ? Tu veux déclarer ta flamme à ton crush du moment ? Envoie-nous un voice au 07 49 20 18 49. On diffusera ton annonce dans la prochaine émission Gouinement lundi. Gouinement lundi, c'est déjà fini. Mais avant de nous quitter, on peut déjà vous annoncer que le mois de mars promet de belles écoutes radiophoniques, puisque la nébuleuse d'émissions de radio féministe Radio Rageuse, dont on fait partie, va diffuser une web radio en continu sur laquelle vous pourrez écouter les émissions du réseau et moult autres sons. Radio Rageuse. La webuleuse d'émissions de radio féministe met le cap sur Mars. Du 1er au 31 mars, c'est Live on Mars. Un mois de web radio féministe. Avec des émissions, de la musique, des plateaux en direct et plein d'autres choses. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tu pourras te connecter sur radiorageuse.net. 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 Pour un voyage sur la planète féministe. Live on Mars. Et pour conclure cette émission, on tenait à remercier chaleureusement Laura et Alice pour leur chronique et leur participation. Merci.
Merci à nos participantes autour de cette table et membres de Gouinement Lundi, Isabelle, Inès et Nola. Et merci à Eline pour la technique et à toutes nos membres en régie ou dans nos cœurs, Serena, Gaëlle, nos 2 Sophie, Joséphine, Camille, Anna, Émilie et Juliette. Et Inès, tu voulais nous faire une petite annonce d'un festival qui arrive prochainement ? Oui, il y a un festival qui arrive entre le 8 et le 10 mars. C'est au Shakirai dans le 18e à Paris. Ça s'appelle Femme and Furious. Et alors, Gouinement Lundi, il sera, on n'est pas encore sûr, mais il y a moyen que Gouinement Lundi y soit. C'est un festival d'art pluridisciplinaire, féministe, intersectionnel. Et ça a l'air super chouette, il y aura des performances, des expositions d'artistes trop cool. Donc voilà, c'est prix libre pour l'entrée et c'est Femme and Furious au Shakirai. Merci et merci à Aura. Et on espère que l'émission vous a plu. Vous pourrez la retrouver sur notre site gouinementlundi.fr et sur toutes les plateformes de podcast. On se retrouve en mars pour une nouvelle émission. N'oubliez pas d'aller écouter le nouvel épisode de notre émission Sœur avec la langue réalisée par Camille. Et d'ici là, prenez gouinement soin de vous. Et tout de suite, un nouveau Club Gouin. Eline reçoit l'artiste El Wambé pour une interview et 3 morceaux live.